Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de cette édition, opération séduction aujourd'hui à Montpellier. Une cinquantaine de développeurs de marques a sillonné la ville ce matin. Objectif principal de cette visite guidée, inciter de nouveaux investisseurs à s'implanter. La commémoration du 19 mars 1962 date du cessez-le-feu en Algérie. Une journée contestée par de nombreux rapatriés et harkis. Dans la région, plusieurs élus ont refusé de s'y associer. Et puis en fin de journal, je vous emmène à Saint-Géniès-des-Mours. Une trentaine de fleuristes suivent actuellement une formation à la composition florale. C'est une visite guidée un peu particulière qui a traversé Montpellier aujourd'hui. Ce matin, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie, une cinquantaine d'investisseurs potentiels a sillonné la ville. Une balade urbaine entre l'Écusson et les nouveaux quartiers en plein essor pour encourager les implantations de nouvelles sociétés. Freddy Cochin et Sabine Jean ont suivi cette visite. Des bus spécialement affrétés, une escorte policière. Aujourd'hui, et pour la première fois, Montpellier déroule le tapis rouge à des représentants de grandes enseignes. Ils sont une cinquantaine, du commerce, de la distribution ou de la restauration, et ils vont passer une journée à découvrir la ville, ses infrastructures ou ses nouveaux quartiers. Objectif, les attirer ici. C'est montrer la totalité du territoire avec la dynamique de ce territoire, au travers aussi des infrastructures majeures que sont la LGV, l'autoroute A9 ainsi que le tram, et de dire Montpellier est desservi, Montpellier on peut circuler, Montpellier on peut y accéder, donc Montpellier on peut investir à Montpellier. Avec l'arrivée attendue de 140 000 habitants supplémentaires dans l'agglomération d'ici 2030, Montpellier se présente donc comme the place to be pour les investisseurs. Alors qu'aujourd'hui on a 130 magasins en France, on n'est pas encore à Montpellier. Donc Montpellier, capitale de la région, 250 000 habitants sans l'agglomération. Le potentiel est là, donc il faut connaître ça. Vu de l'extérieur, la ville est très dynamique. Le fait d'être là aujourd'hui avec les acteurs locaux permet de confirmer en fait ce potentiel et de bien cibler en fait les emplacements à valider demain. Car si la ville met les petits plats dans les grands pour accueillir ses entreprises de commerce, c'est qu'elle représente à elle seule 75% de ses emplois. Aucune implantation ne devrait être signée aujourd'hui, mais après l'opération séduction, commence celle de la négociation. Et dans un deuxième temps, élus et décideurs de l'agglomération de Montpellier sont réunis cet après-midi au Quorum pour débattre des perspectives de développement économique du territoire à l'horizon 2030. Toujours à Montpellier, les règles d'accès et de stationnement évoluent dès demain dans l'Écusson. Impossible d'accéder en voiture au centre piéton entre 4h et 9h du matin, sauf pour les livraisons qui devront être terminées à 10h30. Une nouvelle réglementation de la zone piétonne qui entre donc en vigueur demain avant la fermeture du boulevard du Jeu de Pommes aux voitures le 26 avril prochain. Les premiers radars tronçons de la région entrent en service cette semaine dans le Gard. Depuis hier, le radar automatique installé sur la départementale 16 dans le sens Alès-Salindre fonctionne. Celui implanté dans l'autre sens sur la même voie est encore en phase de test. Et demain, c'est le radar situé sur la route départementale 15 entre Beaucaire et Fourques qui entre en service. Ces équipements visent à faire respecter la vitesse sur une longue distance, au contraire des radars ordinaires qui incitent souvent les automobilistes à freiner avant de réaccélérer. Aujourd'hui, 19 mars, date anniversaire du cessez-le-feu en Algérie en 1962. Une journée de commémoration qui reste très controversée, notamment en Languedoc-Roussillon. Beaucoup de rapatriés et de harkis désapprouvent le choix de cette date qui a marqué le début de nombreuses exactions de part et d'autre. Christian Monardel et Mathilde Roux. 19 mars 1962, premier pas vers la fin de la guerre d'Algérie. Le cessez-le-feu est signé. 51 ans plus tard, le gouvernement socialiste fait voter la loi de journée commémorative. Si à Nîmes, le maire s'abstient, à Sète comme à Castries, en grand ou petit comité, les anciens combattants et la population se recueillent sur fond de polémique. Pour nous, ce que nous souhaitons, c'est que les uns et les autres, tous ceux qui sont contre cette date, s'associent avec nous. Parce que pour nous, le 19 mars, c'est une journée de deuil aussi. Alors qu'on soit mort avant ou après le 19 mars, c'est comme pour le 11 novembre et le 8 mai. Les morts d'après sont honorés le 8 mai et le 11 novembre et nous honorons leur mort le 19 mars. Le cessez-le-feu signait peut-être la fin des combats, pas des règlements de compte nombreux sur le territoire algérien.
Il faut ne pas oublier qu'en Algérie, il y a eu l'OAS et que l'OAS ne voulait pas des accords déviants, il ne voulait pas de cessez-le-feu. Et les harkis ont été victimes aussi bien de l'OAS. Victimes du cessez-le-feu, c'est ce que pensent les harkis et leurs descendants. Pour eux, pas question de s'associer à cette journée commémorative. Ils la vivent comme une trahison. Moi, mon père, il a combattu, il a pris son fusil pour se battre pour un pays qu'il aimait et qu'il a trahi, qu'il a désarmé. De 1954 à 1962, le 19 mars, il y a eu en gros 30 000 victimes sur le terrain. Au-delà de la date du 19 mars qui a été proclamé le cessez-le-feu, soi-disant, il y a eu 150 000 morts harkis, 10 000 pieds noirs de tués et des milliers de disparus. Voulu comme un geste d'apaisement entre les deux pays encore meurtris par ces combats, cette journée aura bien du mal à effacer des mémoires l'une des dernières guerres coloniales françaises. Toujours à Nîmes, le conseil communautaire de l'agglomération a voté aujourd'hui le budget 2013, une enveloppe en légère baisse. Mais la surprise est venue du dossier numéro 29. Le conseil a massivement rejeté cette proposition en cause l'attribution d'une subvention de 10 000 € à l'association des communes de l'Avonage pour organiser l'animation dans le cadre de la charte Natura 2000. Aujourd'hui, on s'aperçoit que quand même, ils agrandissent de plus en plus les zones, si vous voulez, de protection, et qu'aujourd'hui, on n'arrive à plus rien faire dans nos communes. On a des problèmes. Donc, on s'est aperçu que la canepetière, aujourd'hui, on donne 25 000 € par canepetière. Vous vous rendez compte, RFF est en train de donner 25 000 € par canepetière pour redonner un site à eux. Ça démontre que l'État a intérêt vraiment de se soucier de cette problématique-là, parce que ils vont avoir tous les élus contre eux dans l'avenir, quoi, hein. On ne peut pas continuer à dire on va protéger une espèce si derrière on ne met pas un règlement qui permette aux communes à côté de pouvoir élaborer des projets. C'est tout à fait légitime. Les préparatifs de la saison taurine s'intensifient avec l'arrivée des beaux jours, les festivités de Beaucaire notamment, avec au programme cette année des courses camarguaises, avec notamment les trophées du Muguet d'Or et 2 corridas dans le cadre de la Feria. Les détails, Olivier Michel. La Feria de Beaucaire qui se déroulera les 27 et 28 juillet prochains comptera 2 corridas. Une corrida avec les taureaux d'El Torero combattus par Juan José Padilla, Javier Condé et El Capea, puis une corrida dite dure avec les taureaux du curé de Valverde, désormais élevés en France. Pour les affronter, il y aura Rafael de Julia, un torero qui est de la région de Madrid, qui n'est pas trop vu en France. Le deuxième torero, c'est Alberto Aguilar qui est à Beaucaire et un peu chez lui. Qui l'année dernière a une très belle prestation, il a coupé 2 oreilles avec un grand taureau. Et puis Marco Léal, le français, qui va y expliquer que le français c'est lui et chez lui on ne vient pas le bousculer. Côté course camarguaise, on retrouvera les trophées du Muguet d'Or, de la Palme d'Or, dont une royale de Cuillé et un retour, celui de la royale de la Manade Laurent, le 29 septembre. Beaucoup d'émotions ça nous fera, parce que c'est un retour, j'espère aussi que les rasoteurs, qui sont au demeurant mes amis, mais qui quelquefois rasettent beaucoup trop vite des taureaux jeunes, seront bien, quoi, et feront attention. C'était bien de l'avoir en fin de saison, pour 2 raisons. D'abord, laisser les taureaux s'aguerrir, et ensuite, s'il y avait une grande surprise, pourquoi pas ouvrir l'année prochaine avec la royale de Laurent, comme il se faisait dans le temps. Un retour en forme de renaissance pour la Manade Laurent, qui fait suite à l'abattage de tout le cheptel pour raisons sanitaires et qui devrait être empreint d'émotion dans ces arènes qui portent le nom du manadier fondateur, Paul Laurent. Pour terminer ce journal, je vous emmène à Saint-Géniès-des-Mourgues où une trentaine de fleuristes venus de toute la France s'étaient réunis pendant 2 jours pour se perfectionner en matière de composition florale. Des nouvelles compétences mises en pratique dans la foulée dans l'église de la commune. Reportage Amandine Debert et Lise Furon. Un air de printemps souffle déjà sur Saint-Géniès-des-Mourgues. C'est un déluge de fleurs, de branches, de feuilles et de mousse que manipulent une trentaine de fleuristes venus de toute la France pour se perfectionner. C'est une formation. L'ensemble des fleuristes se forment tout au long de l'année
sur différents sujets, c'est-à-dire avant la Noël, pour Noël, pour la Saint-Valentin, la fête des mères. Et là, comme nous sommes en période de commande de mariage, nous avons proposé, ferme syndicale, à ce qu'il y ait un décor sur site, c'est-à-dire dans une église et dans une mairie. Petit à petit, les apprentis redonnent leur splendeur aux 2 bâtiments symboliques du village. Un travail de fourmi réalisé sous l'œil attentif de leur formateur, le célèbre fleuriste allemand Gregor Lersch et son associé Gilles Didier. Avec le matériau très typiquement comme ici, comme l'olive, le lierre, la branche de vigne. Je crois que c'était une obligation très profonde pour moi. Les 2 éléments, nature et architecture. Des centaines de fleurs ont été nécessaires pour réaliser les constructions aériennes. Un travail certes minutieux, mais enrichissant pour les participants. C'est technique, on travaille beaucoup, mais passionnant. Et on est fanat, donc ça va très bien. Même si c'est dur, il y a une très bonne ambiance. Les fleurs sont malheureusement éphémères. Le projet achevé ne devrait tenir qu'une semaine. Il vous reste donc peu de temps pour venir admirer les compositions florales sur la petite place de Saint-Géniès-des-Mourgues. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir, 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit, présenté par Julien Devage. Et demain à 12h30 et 19h30, on se retrouve pour vos éditions locales. Passez une excellente soirée sur TV Sud.